Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle newsletter mensuelle du mois d'avril. Cette newsletter, je tiens à la faire avant le commencement des résultats américains qui seront très importants. Ça commence le 13 avril avec JP Morgan. La guerre n'a commencé que le 24 février, mais voilà, il y a un mois quand même, il y a 5 semaines. Donc pour la tendance des marchés, ce sera très important de suivre ces résultats américains. On commencera par les banques américaines. Donc bien sûr, pour vous donner mon avis sur la suite de la tendance, je fais cette newsletter avant les résultats américains. Avant de parler du sujet qui préoccupe un peu tout le monde et ses conséquences, c'est-à-dire l'inflation qui s'accélère, on commencera par les chiffres. On va faire le point sur le marché. Qu'est-ce qu'a fait le marché depuis la dernière newsletter que j'avais réalisée avant la remontada. La remontada a commencé le 7 mars. Je vous avais dit, et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le recommande, ça ne fait que 3 mois, je vous l'avais dit lors de ma newsletter prévisionnelle du mois de décembre, que j'envisageais une correction violente sur les marchés financiers, pas forcément tout de suite, donc dans l'année 2022, avec un rebond assez important. Une correction de 15 à 20%, nous avons eu 22% de correction et un rebond très important. Comme cela s'est produit lors de l'épisode Covid en 2020. Voilà. Alors, est-ce que ce rebond va continuer? Est-ce que nous allons repartir vers une tendance haussière? Ça, je vous le dirai à la fin de la newsletter, ce que j'en pense. Et donc, je vous recommande vivement de rester jusqu'à la fin. Une remontée fulgurante, énormément de volatilité. On l'a vu notamment sur les prix du pétrole. La chute impressionnante en quelques jours du pétrole par crainte de ralentissement mondial avec ce qui se passe en Chine. Je vais y revenir ci-après. Voilà, une volatilité extrême. Voilà, je le dis encore une fois, induite par les algorithmes, effectivement, des algorithmes qui font les échanges maintenant sur le marché, très puissants, très rapides, et provoquant des excès très importants. Et on le voit d'ailleurs, je vous recommande d'ailleurs de regardez l'action, ce qu'a fait Euromedis ces derniers jours. Voilà, c'est des énormes impulsions algorithmiques. Voilà, de plus en plus violentes. Donc une volatilité extrême et c'est difficile de s'y retrouver. Voilà. Alors, c'est vrai que lorsqu'on voit le tableau, et je vais vous le décrire ci-après, ça fait peur. Hein, ça fait peur. Et pourtant, on a eu ce rebond. Et ce rebond que j'avais prévu, pourquoi en fait? Pourquoi? Parce que la bourse, c'est du technique. Je le redis encore une fois, il y avait un élément, ce n'est pas compliqué, des fois il y en a plusieurs, mais il y en a un. Il y a une seule raison pour laquelle nous avons eu une correction violente et un rebond. Bon, effectivement, c'était une probabilité, hein, c'est une probabilité, mais il y avait de fortes chances. Il y a un seul élément, voilà. Il suffit de travailler un petit peu, et comme quoi, comme le disait un trader que je connais très bien, tout est écrit sur le graphique et il a totalement raison. Alors, ce rebond important, je ne suis pas surpris. Par contre, la suite, ça, on va en parler tout à l'heure, est due aussi au rachat d'actions. Beaucoup de liquidités, les entreprises ont de l'argent, beaucoup d'argent, parce que le cours de bourse a beaucoup monté notamment. Donc il y a des rachats d'actions qui maintiennent toujours ces cours de bourse. Mais également, il y a eu une rumeur comme quoi la BCE allait émettre des dettes de façon massive et qui aurait alimenté ce rebond. Alors bien évidemment, vous allez comprendre que émettre des dettes, ce n'est surtout ce qu'il ne faut pas faire actuellement. Mais bon, la BCE et l'Union européenne, je vais y revenir juste après. Donc voilà, nous avons eu ce rebond. Bon, ceux qui connaissent un peu le marché, vous voyez, quand même, il faut être très méfiant. Hein. Comment vont évoluer les indices? Rendez-vous à la fin de la newsletter. L'inflation devient galopante. Je vais vous donner une série de chiffres, mais tout d'abord, c'est l'investisseur légendaire Carly Kahn alerte sur une récession, et même pire, car il dit, lorsque l'inflation démarre, c'est terrible. Vous vous rendez compte ce qu'il dit là? Et pourquoi il dit ça, Carly Kahn? Il dit ça surtout parce que les taux sont très bas. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Alors, la guerre en Ukraine, bien sûr, bien évidemment, fait flamber le pétrole, les matières premières, en tout genre, mais il faut savoir que cette inflation, elle était déjà présente avant la guerre en Ukraine, et ce qui a provoqué cette inflation,
c'est la politique des banques centrales lors de la crise du Covid qui ont imprimé, enfin maintenant c'est plus, ils impriment plus, ils appuient sur un bouton, ils ont déversé des milliards de dollars dans l'économie, masse monétaire très élevée, donc ce qui fait monter l'inflation. La guerre en Ukraine ne fait qu'aggraver justement cette inflation. Et là, ce qui se passe, c'est que les chiffres de l'inflation, comme je vais vous les donner, dans beaucoup de pays sont supérieurs aux prévisions dues justement à cette dette très importante, à cette masse monétaire très importante. Voilà. Cette liquidité importante. Voilà, on a les taux très bas, donc l'inflation s'envole. C'est tout à fait logique. Parce que rappelez-vous ce qu'a fait Poutine. Qu'est-ce qu'il a fait Poutine? De mémoire, c'était le lendemain de l'invasion de l'Ukraine. Il a augmenté de 10% les taux d'intérêt justement pour empêcher la flambée inflationniste. Il a monté de 10 à 20%. Voilà. Et pourquoi il a fait ça, M. Poutine? Parce qu'il peut se le permettre, parce que la dette de la Russie n'est que de 17% du PIB. Réserve 600 milliards de dollars. Donc la zone euro, les États-Unis ont bloqué 300 milliards. Il reste 300 milliards. 180 milliards de fonds souverains. Et un endettement à 17,5%. Alors, quand on parle de défaut de la Russie, voilà. Donc, M. Poutine pouvait augmenter les taux d'intérêt qui étaient déjà élevés. D'accord? Là, nous, on est à zéro. Donc, c'est pour ça qu'on a une inflation galopante. On le voit. Alors, le Japon, qui ont ce problème, voilà, qui sont à zéro depuis très longtemps, hein, qui balancent des liquidités. Bon, après, ce sont les Japonais qui achètent leurs dettes. La dette est détenue par les Japonais, heureusement pour eux. Donc cette inflation au Japon, c'est au plus haut depuis 40 ans. Aux États-Unis, c'est au plus haut depuis 1982, et même avant les conséquences de la crise ukrainienne. On est au-dessus de 7 là, de mémoire aux États-Unis, bien avant la conséquence de la crise ukrainienne. D'accord? La France, au plus haut depuis 2008. La zone euro, on est supérieur à 7. L'Italie, on est au plus haut depuis 1991, l'Espagne au plus haut depuis 1985, l'Allemagne 7,3 contre 6,2 de consensus, l'Angleterre au plus haut depuis 30 ans. Vous voyez que là, ça s'emballe, les prévisions sont nettement supérieures aux attentes. Voilà. Et ça, bien sûr, ça va nous amener vers une récession. Il y a de fortes chances. Et aussi, bien sûr, stagflation et récession, puisque les salaires n'augmentent pas et depuis très longtemps. Et puis de toute façon, cette inflation qu'ils annoncent, elle est déjà présente depuis longtemps. On voit que ça augmente tout le temps et les salaires n'augmentent pas. Ça, c'est pas nouveau. Et rappelez-vous ce que disait Winston Churchill. Les seules statistiques que je connais sont celles que j'ai trafiquées. Alors au niveau des statistiques, ça soit encore pas trop. Après, ça dépend lesquelles, parce que pareil. Si c'est pas trop bien, on va pas trop en parler. Hein. Alors les PMI pour l'instant ça va, le chômage ça va, mais vous avez quand même l'indice de confiance des consommateurs du Michigan qui est à 59,1, au plus bas depuis 2011. Il n'arrête pas de s'effondrer, hein, l'indice de consommateurs, des sentiments des consommateurs, des confiances du Michigan. Les ventes au détail nettement inférieures aux attentes. Alors je vous rappelle que les États-Unis, 2/3 du PIB c'est la consommation. Voilà. Les commandes de biens durables, ça commence à être en forte baisse avec moins de 2 contre moins 0,5. Et vous avez au niveau de l'Allemagne, c'est très intéressant, très important, c'est le ZEW, c'est-à-dire le sentiment économique, une étude auprès de 350 investisseurs et ou analystes. Le ZEW a moins 39,6 au plus bas historique depuis sa création en 1991. Et pourtant, malgré le tableau noir qui s'annonce, ça monte. Le rebond continue. Mais je vous l'avais dit. Hein. Et je vais même aller plus loin. Je vais même aller plus loin avec la logique algorithmique, parce que moi j'étudie les algorithmes, hein, comment ça fonctionne. Et comme disait très bien Carlson Bloch, il n'y a plus aucune logique dans les marchés. Il a tout à fait raison. Voilà. Je vous l'ai dit, on peut très bien avoir une dépression économique, ça je l'ai dit au moment du Covid. On peut très bien avoir une dépression économique et un Nasdaq à 30 000. Parce qu'il y a une impulsion, ça j'en ai parlé dans une newsletter très ancienne, si vous regardez mes
ma playlist. Voilà, celui qui dirige le marché, qui a le capital le plus important, s'il veut donner une impulsion haussière, les autres vont le suivre, ils ne vont pas le contrer. J'ai expliqué tout ça dans cette newsletter. Donc on peut très bien avoir un marché haussier sur une dépression économique. Voilà. Donc là, le rebond continue alors qu'il y a une inversion de la courbe des taux US, le 2 et le 10 ans, une inversion donc la plus importante depuis 2019, et ça c'est une incompatibilité. C'est-à-dire quand il y a une inversion de la courbe des taux, les actions chutent. Ce qui n'est pas le cas. Et surtout, vous avez le 5 ans et le 30 ans qui s'est inversé, et ça, ce n'est pas arrivé depuis 2006. La conséquence de tout cela est la guerre en Ukraine, qui aggrave, je dirais, une situation déjà qui est assez délicate. C'est moins de croissance, c'est plus d'inflation, et surtout en Europe. Parce que les États-Unis, les échanges avec la Russie sont très faibles. Je crois que c'est 5% des richesses. C'est pas grand-chose par rapport à l'Europe. Voilà. Après, vous avez également les troubles sociaux. Et puis l'événement qui ne nous arrange pas, c'est ce qui se passe en Chine. Avec de nouveau une flambée du Covid. Et ce confinement à Shanghai, c'est le cœur économique un peu de la Chine. Alors ça va aggraver les difficultés d'approvisionnement déjà avec les pressions inflationnistes, c'était compliqué. Et ça va bien sûr aggraver les pénuries. Alors, je ne vais pas approfondir là-dessus, mais si vous avez vu les chiffres, certes des cas de Covid, mais une énorme majorité, je crois que c'est 99% sont asymptomatiques. C'est très bizarre tout ça, en fait. Bon, voilà. En tout cas, ce problème en Chine aggrave la situation déjà existante. Un autre événement, cela va être bien sûr les troubles sociaux. L'Ukraine et la Russie sont de grands exportateurs de blé. Alors la Russie, ils ont dit qu'en gros, ceux qui n'ont pas pris de tension, il n'y aura pas de problème, les autres. Alors l'Égypte notamment, c'est un gros exportateur de blé. Alors je ne sais pas s'ils ont voté pour les sanctions, j'en sais rien. En tout cas, des troubles sociaux en Afrique, en Asie du Sud-Est. Et peut-être, bon, espérons que ça n'arrive pas ici, mais ça c'est une des conséquences de cette guerre. Après, le problème aussi, ça sera la catastrophe économique qui est envisageable due aux sanctions imposées à la Russie, puisqu'en fait l'Union européenne n'a pas mesuré les conséquences de ces sanctions. Comme je vous dis, les États-Unis sont très peu exposés, et nous on a besoin du gaz. Voilà, il y avait Renault qui était très présent. Nous, la France notamment, il y a beaucoup d'échanges avec la Russie, donc les sanctions économiques, ça va plus se retourner contre nous, parce que d'arrêter la production, d'arrêter les usines, de partir de là-bas, et bien voilà, ça va faire des baisses de chiffre d'affaires. Et cela impactera les bénéfices, donc, et forcément le cours de bourse. Parce qu'après, effectivement, il y a des entreprises, ils disent bien, mais nous on n'est pas exposés. Alors je vais vous citer le cas de Vetoquinol. Alors Vetoquinol n'est quasiment pas exposé à la Russie, mais ils ont averti, justement, il risque d'y avoir des problèmes par rapport à ces tensions économiques. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils vont acheter des matières premières, ben, l'inflation, voilà, ça va créer une augmentation de ces matières premières, mais également de l'énergie, également du flux logistique. Donc vous voyez, même les entreprises qui ne sont pas très présentes et qui n'échangent pas trop avec cette zone-là du globe, et bien effectivement, ils risquent d'être impactés. Donc vous voyez que c'est très grave, et surtout que ces sanctions n'affectent pas la Russie. La Russie s'est préparée, la Russie n'est pas endettée par rapport aux pays européens. Alors c'est vrai que c'est très surprenant tout ça, on prend des sanctions mais qui en fait vont se retourner contre nous. On peut se poser la question en fait, on pourrait débattre là-dessus. Moralité, les banques centrales vont devoir augmenter leur taux d'intérêt, ce qui va augmenter la dette, ce qui va provoquer de la stagflation, avec une inflation élevée. Le FMI assure que ce conflit va porter un coup majeur à l'économie mondiale, augmentation de l'inflation et de l'insécurité alimentaire. Cette guerre pourrait modifier l'ordre économique et géopolitique mondial. Voilà. Alors c'est vrai que bon, si on s'en renseigne un petit peu, on réfléchit à propos de tout ça, entre le Covid et ce qui se passe actuellement, on pourrait penser que c'est fait exprès. Voilà.
Alors, oui, augmentation de la dette et inflation élevée, puisque maintenant le risque c'est l'hyperinflation. Clairement, c'est l'hyperinflation. Alors, je vais venir aux États-Unis à M. Powell. Ben, avant, on va parler un petit peu de nos représentants de l'Union européenne et de la Banque de France, notamment. Le risque vraiment, c'est l'hyperinflation, puisqu'en 1980, quand l'inflation était élevée aux États-Unis, les taux d'intérêt étaient élevés. Les taux d'intérêt élevés empêchent l'inflation de devenir galopante, d'accord? Voilà, donc ça c'est un véritable problème, un risque d'hyperinflation majeur nous menace. C'est extrêmement grave. Et quelque part, cette guerre, c'est logique, je veux dire, les liquidités déversées, inflation, guerre, hyperinflation, voilà, etc. Donc là, c'est vraiment très compliqué. Mais tout va bien, si vous voulez, tout va bien en zone euro. Alors c'est vrai que Madame Lagarde, après avoir dit que l'inflation s'arrêterait en janvier, elle a dit que voilà, elle reconnaît que l'inflation, elle revoit la hausse ses prévisions d'inflation, qu'elle va rester plus longtemps que prévu. Voilà, évidemment. Mais elle assure qu'elle cessera d'augmenter. Elle cessera d'augmenter, que l'inflation reviendra au niveau des 2%, de même que l'économiste en chef de la BCE. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Le gouverneur de la Banque de France ne croit pas qu'il existe. Le gouverneur de la Banque de France ne croit pas qu'il existe un risque de récession. La croissance sera positive jusqu'en 2024 sans récession. Il l'assure. Voilà. Tout va bien. Pour Monsieur le maire, il n'y a pas de spirale inflationniste. Et pour Monsieur de Guindos, la zone euro n'est pas menacée de stagflation. Voilà. Alors vous savez, je vais vous dire, j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Et je crois qu'à ce niveau, ces personnes-là ne sont pas incompétentes. Ce n'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'on se moque de vous clairement. Voilà. En gros, tout va bien. On passe de la pommade. Tout va bien se passer. La croissance positive, mais elle a combien la croissance en France quand on voit la pression fiscale exercée sur les entreprises et les ménages? C'est sûr quoi là. Donc, c'est franchement difficilement tolérable tout ça. Donc, vous voyez qu'on est en dehors de la réalité, et ces personnes-là sont en dehors de la réalité et se moquent de vous. Voilà. Donc, Powell, qu'est-ce qu'il va faire, M. Powell? Parce que les États-Unis, bien que leur taux soit très bas, ils sont un peu plus avantagés parce qu'on achète leurs dettes. Voilà, ils sont toujours la locomotive de l'économie mondiale et effectivement, ils ont un peu plus de moyens. Voilà, la zone euro, les dirigeants, c'est Disneyland Paris, mais M. Powell quand même est un peu plus sérieux. Mais comment Powell va nous sortir de là? Ça par contre, c'est pas gagné. J'espère que c'est clair pour vous. Une inflation, et vous l'avez vu, nettement supérieure aux anticipations, un risque d'hyperinflation parce que les taux sont trop bas. Donc là, tout est ouvert pour l'inflation. Après, bien sûr, il y en a qui vont me dire que la Fed va provoquer une récession par sa hâte de juguler l'inflation. Voilà, comme je dis, il y en a beaucoup qui racontent n'importe quoi et vous devez vous méfier. Hein. Ça, c'est très important. Monsieur Powell, lors de sa réunion du mois de mars, a augmenté ses taux d'intérêt d'un quart de point. Et pourquoi il a fait ça? Parce que bon, pour pas trop contrarier les marchés, il dit qu'en fait l'économie américaine se porte bien. On le voit au niveau de l'emploi, effectivement, et du taux de chômage. Voilà, notamment. Et des PMI, et en fait, il pense que l'économie américaine peut encaisser 6 hausses de taux d'un quart et qu'on se retrouve entre 1,75 et 2% de taux d'intérêt à la fin de l'année. Sauf que, voilà, c'est là la différence entre M. Powell, qui est beaucoup plus sérieux, et nos dirigeants de pacotille, c'est qu'il se dit préoccupé par un niveau bien trop élevé de l'inflation. C'est ce qu'a dit M. Powell. La Fed doit agir rapidement et de manière plus offensive si nécessaire, et elle pourrait augmenter ses taux de 50 points de base. Voilà. Alors, Goldman Sachs voit deux hausses
de taux à 50 points de base dans les prochaines réunions. Citigroup, par contre, voit 50 points de base d'augmentation sur les 4 prochaines réunions. Voilà. Et la prochaine réunion, c'est début mai. Après, il y en aura une au mois de juin. Donc, vous voyez que M. Powell a bien compris la situation dans laquelle nous sommes. Un déversement massif de liquidités qui a aidé les marchés. D'accord? Des taux au ras des pâquerettes. Une inflation qui devient galopante à cause de cette hyper liquidité. La guerre qui se met dessus. Ah, ça, c'est terrible quand même. Et M. Powell voit bien que, en gros, l'économie mondiale est en grande difficulté. Voilà, moi j'applaudis parce que voilà, c'est bien de... Après, il nuance ses propos, il ne faut pas essayer de faire trop peur, et c'est bien, effectivement, hein, ça c'est clair. Mais voilà, quand on voit Madame Lagarde, Monsieur Villeroy, Monsieur de Guindos, on se dit, on pourrait dire qu'on a honte d'appartenir à l'Union européenne. Voilà. Donc, affaire à suivre. Maintenant, je vais vous montrer un petit quelque chose au niveau graphique. Est-ce que le rebond va continuer? Sur mon groupe Facebook, j'ai bien alerté que le CAC irait à 6800, 6900 grand maximum sur extension algorithmique. Mais bon, j'y croyais pas trop, 6900, mais avec les algos, tout est possible. Tout devient possible avec les algos. Impossible n'est pas algo. Donc je vais vous montrer quelque chose et après ce sera la conclusion, restez jusqu'au bout. Voilà, parce que c'est très important ce que je vais vous dire. Alors, le CAC 40, et après je vais vous montrer quelque chose sur le Dow Jones. Donc là, nous sommes en 2007. Je vais juste vous montrer ça. Nous avons une chute ici au mois d'août. Vous voyez en bas. 13 août 2007, semaine 33, c'est en jaune. D'accord? Le Kumo retient les cours. D'accord? On revient toucher la moyenne 30 en noir. Ici, elle est en noir. Ici, la moyenne 30 de Weinstein. Vous avez une moyenne 20 qui est descendante. Et là, ça se termine, ben voilà, hein, par... le marché baissier, qui commence véritablement en 2008, avec le passage des cours en dessous du Kumo span et un Kumo descendant hebdomadaire. D'accord? Chute, pullback, rechute. Bien. Alors, nous sommes maintenant au mois d'avril 2022. Voyez que le Kumo retient les cours, le Kumo est montant et que là nous faisons une étoile filante avec un pullback sur la moyenne 30 qui est aplatie et une moyenne 20 qui s'est retournée. Voilà. Avec un risque bien évidemment de voir la moyenne 20 croiser à la baisse la moyenne 30. Ce qui serait un signal baissier. Donc la question est-ce qu'en fait c'est terminé, d'accord, et qu'en fait on va progressivement entrer dans un marché baissier ou est-ce qu'on repart vers l'avant? C'est ça la question et ça je vais la traiter sur la conclusion dans quelques minutes. Là, vous avez bien vu, ça je vous l'avais expliqué, donc le crack c'est vraiment quand vous passez en dessous du Kumo span montant et que le Kumo span, le nuage, devient baissier. Hein, d'accord? Parce que là, il parle de marché, de bear market au bout de 20% de baisse, mais c'est faux, parce que bear market, là, la personne qui ne connaît pas qu'est-ce qu'elle va faire, elle va shorter, en fait, ça correspond à un bas de Kumo, et après, on refait des plus hauts, et le gars, il est rincé. Donc, on peut avoir des flash cracks, vous voyez, comme en 2020 ici, d'accord? Voilà, je vous avais expliqué l'énorme arnaque, là, ça n'aurait jamais dû faire ça, mais bon, bref. Voilà, donc là, une correction assez sévère, et surtout des valeurs qui ont pris très cher avec les algorithmes, la volatilité, la puissance et la rapidité des algorithmes. Mais là, nous sommes toujours en marché haussier. Mais voilà, je voulais vous montrer cela. Et on va le voir également sur le Dow Jones.
Voilà, le Dow Jones, voyez que là, la moyenne 20 en bleu a tendance à descendre, vous voyez. Ça fait un moment, là, elle s'est aplatie. La moyenne 30 s'aplatit. Là, on a fait un pullback, on a légèrement dépassé. Un doji. Normalement, un doji comme ça, c'est annonciateur d'une baisse. Hein. Normalement, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Plouf. C'est ça la question. Et je vais vous donner mon avis tout de suite. Voilà. Que va faire le marché? Je vais vous donner mon avis. Nous sommes dans une situation très délicate avec l'inversion de la courbe des taux, le 2 ans et le 10 ans, et le 5 ans, le 30 ans depuis 2006. Ça veut dire récession. Voilà. Quoi qu'en dise de M. Villeroy de Gallo, la récession est fortement probable et M. Powell l'a compris. Et même pire, comme dit M. Icahn. Vous avez compris que le marché ne réagit pas forcément en fonction de la situation économique. Là, actuellement, nous sommes haussiers, mais je m'attendais à ce pullback sur la moyenne 30 combiné avec la moyenne 20. C'est pour ça que en décembre, je vous ai dit, je pense qu'on peut aller plus haut. D'accord? Je pense qu'on peut aller plus haut. Mais il faudra voir comment va se passer le rebond. Et ça, c'est la condition. En fait, sur le CAC 40, il faut déjà passer les 7000. D'accord? Mais ce n'est pas terminé. Parce qu'en fait, si vous voulez, la bourse, c'est un jeu de dupes. Et si vous durez sur les marchés en tant que trader, vous le comprendrez assez rapidement. Et ce jeu de dupes est de plus en plus compliqué, c'est toujours plus un jeu de dupes. Je vous donne un exemple, sur mon groupe Facebook, voilà, je l'ai montré dans la semaine, vous avez Forestia et Valeo qui dégringolaient. Bon, surtout Forestia, c'est pas mal quand même. Et Aquel qui montait. C'est quelque chose d'incompréhensible. Voilà. Mais c'est des algos, ça. Avant, ça n'aurait pas été comme ça. Avant, je dirais que même Aquel aurait plus dégringolé que Forestia et Valeo. Je vous le dis. Donc, le marché peut faire l'inverse. Donc, normalement, les 7000 points, si l'on passe les 7000 points, on pourrait faire de nouveau plus haut. Mais surtout, je dirais les 7150. Normalement, si on passe les 7150, on va vers de nouveau plus haut. Mais vu le contexte économique, vous voyez bien que là, on a du mal à imaginer comment le marché pourrait progresser, et en tout cas faire de nouveau plus haut. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Mais la réponse c'est que voilà, vous êtes là actuellement encore dans le Kumo hebdomadaire qui est montant. Donc ça veut dire qu'on peut faire de nouveau plus haut, quoi qu'il arrive. Regardez, hein, le CAC 40 par exemple depuis 1988, quand vous êtes dans un Kumo hebdomadaire montant, vous pouvez faire de nouveau plus haut. Ça peut mettre un certain temps, mais vous pouvez faire de nouveau plus haut. Donc là c'est possible, quoi qu'il arrive. Donc on pourrait penser, j'avais émis cette hypothèse, mais bon, comme j'ai les prévisions au maximum sur 6 mois, hein, au niveau graphique, qu'il n'y aurait pas de crack en 2022. Alors, je vous dis, je pars du principe que le crack démarrera quand nous serons en dessous du Kumo et que le Kumo hebdomadaire passera baissier. Alors, on va voir les résultats du premier trimestre. Après, il y aura les résultats du second trimestre en juillet. Mais bon, pas pour tous, mais pour beaucoup, ce sont les chiffres d'affaires. Donc c'est beaucoup moins important que les résultats annuels ou semestriels. Et nous aurons nos résultats semestriels, certains en août et en septembre. Et donc en fait, c'est là où le bas pourrait blesser, je dirais. C'est-à-dire que le premier trimestre, ça a commencé le 24, la guerre, bon, d'accord, mais après il y a le deuxième, et puis les résultats semestriels et les perspectives. Hein. Donc là, c'est là où il pourrait y avoir des soucis à la rentrée, là, souvent, hein, fin août, septembre. Hein, voilà. Donc on pourrait avoir le commencement d'un marché baissier en septembre. Voilà, août, septembre, fin août, septembre. Bien évidemment, si l'on passe les 7150, plus l'on s'éloigne. Et
apparemment là ça deviendrait très compliqué de passer en marché baissier. Donc ce que l'on va surveiller maintenant, ce sont la suite des événements en Ukraine. Comment va se comporter M. Powell, la Banque Centrale Américaine, et les résultats des entreprises. Mais effectivement, il y a un risque maintenant de partir. Voilà. Il faut repasser cette moyenne 30. Alors on peut faire une extension algorithmique 7000, voire 7150 et rechuter. On peut faire croire que voilà, c'est bon, ne vous inquiétez pas, ça ne peut que monter. Hein, voilà. Donc on va bien surveiller tout ça, surveillez bien votre nuage hebdomadaire, mes chers auditeurs. Merci à vous. Je vous demanderai de liker, de partager cette newsletter si vous l'avez appréciée. J'essaie de vous donner les bonnes infos et de vous apprendre quelque chose. Vous apprendre des choses pour que vous puissiez survivre sur les marchés financiers, déjà survivre. Partagez, commentez cette newsletter et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ne partez pas sans vous abonner, bien évidemment.